Bonjour et bienvenue sur cette vidéo ayant pour thème le trouble de la personnalité narcissique. Ce trait de personnalité ayant été popularisé par le mythe du pervers narcissique, je me poserai la question suivante. Le pervers narcissique est-il représentatif de ce trouble de la personnalité? Avant toute chose, je vais parler du contexte de cette vidéo. Celle-ci est réalisée dans le cadre d'un mémoire de sciences humaines. Elle se veut donc avoir une portée scientifique et objective. Cependant, je suis ingénieur de formation. Je n'ai donc pas de lien professionnel avec le monde médical ou psychiatrique. Il est donc probable que je fasse des erreurs d'interprétation ou des raccourcis un peu rapides. Si des éléments de cette vidéo vous semblent erronés, je vous invite à me les mentionner en commentaire. Mes sources principales seront bien évidemment en description de la vidéo. J'ai décidé de faire une vidéo sur le narcissisme car je m'intéresse à titre personnel aux troubles de la personnalité. J'ai décidé de m'intéresser plus particulièrement au narcissisme car du point de vue scientifique, il y a peu d'informations dessus, et que paradoxalement, on trouve énormément d'informations dans la littérature populaire. J'ai donc voulu creuser un petit peu le sujet, afin de discerner ce qui tenait du médical et du psychiatrique, et de ce qui tenait de la psychologie de comptoir. Mon objectif à travers cette vidéo est d'informer sur ce qu'est réellement le narcissisme, et de donner des sources fiables à ceux qui veulent aller plus loin, afin d'éviter la désinformation d'Internet et des médias populaires. En effet, sur ce sujet, on peut vraiment lire tout et son contraire, et c'est parfois difficile de s'y retrouver. Au sommaire de cette vidéo, on trouvera une première partie historique et définition, dans laquelle on retracera d'où vient le terme de narcissisme, quelles sont les différentes définitions qu'il a pu avoir avec le temps, et enfin qu'est-ce qui est aujourd'hui considéré comme un narcissique. On parlera ensuite de deux autres troubles de la personnalité qui sont souvent associés au narcissisme, qui sont le trouble borderline et le trouble antisocial, et en troisième et quatrième partie, on cherchera à savoir d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Nous passons donc à la partie définition. Pour cela, nous allons commencer avec l'origine du mot narcissisme. En effet, celui-ci vient du mythe grec de Narcisse, un jeune homme désintéressé par l'amour ayant brisé le cœur d'un certain nombre de jeunes femmes. Lorsque Écho, une nymphe tombée folle amoureuse de Narcisse, se laissera mourir dans un bois à cause du manque d'intérêt qu'il lui porte, Némésis, la déesse de la vengeance, décidera de le punir en le faisant tomber follement amoureux de lui-même. Narcisse restera ainsi des jours durant à contempler son reflet sur l'eau d'un lac. Il se laissera ainsi dépérir, et son corps se transformera en fleur portant son nom, la narcisse. Et c'est ainsi que le narcissisme prendra comme première définition l'amour de soi-même. Le terme de narcissisme a fait son entrée dans la psychologie en 1899. C'est Paul Nack, un psychiatre et criminologue allemand, qui utilisera le terme de narcissisme pour désigner un comportement dans lequel un individu traite son propre corps comme un objet de désir sexuel. Le narcissisme est ainsi considéré comme une perversion au même titre que l'homosexualité. Sigmund Freud reprendra ensuite le terme de narcissisme pour parler de psychologie, cependant il changera légèrement sa définition par rapport à celle de Paul Nack. En effet, plutôt que de parler de déviance, celui-ci parlera d'un processus normal dans la construction psychosexuelle de l'enfant, qui devient pathologique lorsque celui-ci reste présent à l'âge adulte. Il introduira aussi la notion d'estime de soi dans le narcissisme. En effet, selon ces théories, dans nos relations interpersonnelles, le fait de s'investir dans un amour envers quelqu'un d'autre aurait tendance à faire baisser notre estime de soi. A l'inverse, se sentir aimé augmenterait notre estime de nous. En partant de cela, il va définir deux types de narcissisme. Tout d'abord le narcissisme primaire, qui est un amour basique de soi à soi, et ensuite un narcissisme secondaire, qui consisterait à rechercher l'amour de soi à travers les autres. Autrement dit, investir dans des relations pour se sentir aimé. Le narcissisme primaire serait tout à fait normal chez l'enfant, mais serait amené à disparaître en grandissant, en étant remplacé par le narcissisme secondaire. Une présence de celui-ci à l'âge adulte est donc considérée comme pathologique. D'autre part, un narcissisme secondaire trop prononcé à l'âge adulte serait aussi problématique. Si vous voulez en apprendre plus, je vous renvoie vers l'ouvrage nommé Pour introduire le narcissisme de Sigmund Freud. Je vous mets aussi un lien en description en renvoyant vers un article de Alain Guiraud, un psychanalyste français, qui a résumé dans les grandes lignes cet ouvrage. Quelques années après, Heinz Kohut, un psychiatre américain, reprendra les théories de Freud, à ça près qu'il enlèvera totalement l'aspect sexuel du narcissisme. En effet, lui décrira cela comme un amour platonique du self, et il sera d'ailleurs le premier à parler de troubles de la personnalité pour le narcissisme. Il ajoutera aussi 3 symptômes représentatifs du narcissisme, que sont un sentiment envahissant de grandeur, un besoin excessif d'admiration et un manque d'empathie. À ce stade, il me paraît important de faire une petite aparté pour définir ce qu'est un trouble psychologique. En effet, on ne parle de trouble de la personnalité que quand on a un trait de personnalité anormalement prononcé qui entraîne des problèmes d'adaptation dans la vie du patient. Le manuel des diagnostics et statistiques,
qui est aujourd'hui l'ouvrage de référence en termes de troubles psychologiques, donne une définition très complète et complexe que l'on pourrait résumer par une manifestation extrême d'un trait de personnalité qui entraîne un échec dans l'adaptation de la personne dans plusieurs domaines de sa vie, qui est relativement stable à travers le temps et qui ne peut être expliqué par la prise de substances psychotiques ou par une autre condition médicale autre qu'un trouble mental. La classification internationale des troubles psy donne un mode durable entraînant une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne parle pas de troubles de la personnalité pour une simple tendance. Il y a des notions de souffrance et d'échec d'adaptation. De plus, il faut que le trait de personnalité dérangeant soit problématique dans plusieurs domaines de la vie du patient. Autrement dit, quelqu'un qui aurait une légère tendance narcissique ou qui aurait un comportement narcissique que dans un domaine, par exemple le domaine professionnel, ne serait pas considéré comme ayant un trouble. De plus, un comportement narcissique qui serait adapté à les situations, par exemple un champion du monde qui se jetterait lui-même des fleurs, ne serait pas considéré comme pathologique. Tout ça pour dire qu'il y a une grosse différence entre avoir un comportement narcissique et souffrir d'un trouble de la personnalité narcissique. Je vous laisse un lien vers le manuel des diagnostics et statistiques à ce sujet. Après cette petite dose de pas d'amalgame, on va revenir à la définition du narcissisme. Dans les années 1920, une autre théorie expliquant le narcissisme verra le jour. Celle-ci sera notamment soutenue par Carl Gustav Jung, un éminent psychiatre et psychanalyste suisse. Il s'agit de la théorie du persona, du masque en latin. L'idée derrière celle-ci est que le narcissique serait quelqu'un qui souffrirait de beaucoup de blessures narcissiques et qu'il chercherait à les cacher ou à les compenser en adoptant un comportement aux antipodes de ce qu'il ressent. Cette théorie donne ainsi deux types de narcissiques. Les narcissiques classiques qui le seraient ouvertement et qui se jetteraient eux-mêmes des fleurs, et les narcissiques cachés, plus subtils, qui chercheraient à manipuler leur entourage pour recevoir des compliments. Cependant, cette théorie a deux limites. La première, c'est qu'on trouve des gens avec des comportements narcissiques qui sont parfaitement bien dans leur peau. Or, cette théorie suppose que le comportement narcissique est à la base là pour compenser des blessures narcissiques. D'un autre côté, aucun lien évident n'a été établi entre le fait de souffrir de blessures narcissiques et d'adopter un comportement narcissique. Cependant, cette théorie reste intéressante puisqu'elle apporte l'idée qu'on puisse avoir des narcissiques qui ne se verraient pas. On reviendra plus tard sur ce concept avec les idées de narcissiques grandioses et vulnérables. Le narcissisme est ensuite officiellement devenu un trouble de la personnalité en 1980 avec son apparition dans le manuel des diagnostics et statistiques des troubles mentaux, 3e édition. Il y est fait référence avec un ensemble de symptômes qui y renvoient. La description est la suivante. Les patients présentant un trouble de la personnalité narcissique surestiment leurs capacités et exagèrent leurs réalisations. Ils pensent qu'ils sont supérieurs, uniques ou spéciaux. Leur surestimation de leurs propres valeurs et leurs réalisations implique souvent une sous-estimation de la valeur des réalisations des autres. Ces patients sont obsédés par des fantasmes de grandes réalisations. Ils veulent être admirés pour leur grande intelligence ou leur formidable beauté. Ils veulent jouir d'une grande renommée ou d'une importante influence ou vivre le grand amour. Ils estiment devoir s'associer uniquement avec des personnes aussi spéciales et talentueuses qu'eux, et non avec des personnes ordinaires. Cette association avec des gens extraordinaires est utilisée pour appuyer et mettre en valeur leur estime d'eux-mêmes. Les patients présentant un trouble narcissique ont besoin d'être admirés. Leur estime d'eux-mêmes dépend du regard positif des autres, il est donc généralement très fragile. Les sujets présentant ce trouble attendent souvent de voir ce que les autres pensent d'eux, comme ils évaluent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont sensibles et gênés par les critiques des autres et par l'échec. Ils se sentent alors humiliés ou mis en échec. Ils peuvent réagir par la fureur ou le mépris, ou violemment contre-attaquer. Ou alors, ils peuvent se mettre en retrait, ou accepter en apparence la situation, pour protéger leur sentiment d'auto-importance. Ils peuvent éviter les situations dans lesquelles l'échec est possible. De cette définition, on retiendra que le narcissique est supposé avoir une vision excessivement positive de lui-même, en surestimant ses capacités. C'est cette vision biaisée de sa propre valeur qui va conduire le narcissique à se considérer comme au-dessus des autres et entraîner alors des comportements arrogants ou hautains. On notera aussi un manque d'empathie pour son prochain, ainsi qu'un manque de scrupules à utiliser les autres pour obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire globalement des retours positifs sur lui-même. Nous en sommes aujourd'hui à la 5e version du DSM, et dans celui-ci, le narcissisme a eu un traitement un peu particulier. En effet, il n'est plus vraiment considéré comme un trouble de la personnalité à part entière. Il est vraiment traité comme un trait de personnalité normal, pouvant devenir problématique lorsque trop présent. Il est ainsi associé à un certain nombre de comportements problématiques, et si au moins 5 d'entre eux sont présents chez le patient, alors un traitement peut être envisagé. Cette approche particulière du trouble de la personnalité narcissique correspond à une évolution moderne dans la manière de percevoir les troubles psychologiques.
En effet, jusqu'à maintenant, la psychiatrie se portait sur un modèle médical. C'est-à-dire qu'à l'image d'une maladie comme la grippe, soit on l'avait, soit on ne l'avait pas. Le problème étant que ce modèle binaire ne fonctionne qu'à moitié avec la psychiatrie. En effet, prenons l'exemple de la dépression. Tout le monde dans sa vie a des périodes un peu dépressives. Cependant, chaque personne en tant qu'individu y réagit différemment. Les périodes de dépression peuvent être plus ou moins longues, plus ou moins fréquentes, plus ou moins intenses aussi. Et le souci du modèle binaire est qu'il faut fixer une limite entre ce qui est normal et ce qui est pathologique. Ce jugement étant fait par un psychologue, il peut varier d'un psychologue à l'autre, d'où la difficulté d'avoir un diagnostic précis et fiable. C'est pourquoi un certain nombre de praticiens aujourd'hui optent pour une approche dite dimensionnelle. Cela consiste à partir du principe que tout le monde est plus ou moins atteint par tous les troubles, puis on cherche à savoir lesquels sont les plus prononcés, et enfin on fait du cas par cas pour savoir s'ils demandent un traitement ou non. Cette approche est particulièrement pertinente pour le narcissisme, dans la mesure où c'est un comportement qui est parfaitement normal chez l'être humain en société jusqu'à un certain degré. D'où le fait que ce soit le premier trouble qui est hérité de cette classification particulière. Le fait est qu'aujourd'hui, cette approche est encore très controversée et qu'un certain nombre de praticiens y sont opposés. Mais cela n'empêche pas qu'officiellement, le narcissisme n'est plus considéré comme un trouble de la personnalité depuis 2015. Je vais enfin terminer cette partie définition avec les concepts de narcissique grandiose et vulnérable. Cette approche est intimement liée à l'estime de soi et semble être à la fois la plus moderne et la plus pertinente des définitions. Celle-ci consiste à définir simplement le narcissique comme quelqu'un qui recherche le positif et qui fuit le négatif sur lui-même. Un comportement en soi normal qui deviendrait pathologique lorsque la demande de positif et le rejet du négatif sont excessifs. Cette théorie donne donc comme base au narcissisme une régulation difficile de l'estime de soi. On pourrait représenter l'estime de soi comme une sorte de jauge qui augmenterait lorsqu'on reçoit du positif sur soi et qui descendrait lorsqu'on reçoit du négatif. Une personne narcissique serait simplement une personne qui serait plus affectée que la moyenne par le négatif et qui mettrait en place des stratégies pour compenser. Le narcissique grandiose, lui, arriverait à maintenir une estime de lui très élevée et ferait tout pour la maintenir haute. Et le narcissique vulnérable, quelqu'un avec une estime de lui beaucoup plus instable, qui a du mal à la maintenir à une position fixe. Au final, le problème qu'on pourrait avoir avec le narcissique viendrait des stratégies qu'il serait capable de mettre en place pour attirer plus de positifs et limiter le négatif sur lui-même. Dans ces stratégies, on peut en retrouver qui ne sont pas spécialement néfastes, voire qui peuvent être positives, comme un surinvestissement dans le travail ou dans les relations interpersonnelles, c'est-à-dire quelqu'un qui travaillerait beaucoup ou qui ferait exprès d'être particulièrement serviable avec les autres, dans le but d'avoir des compliments et la reconnaissance de ses pairs, auquel cas on ne peut pas vraiment parler de comportement problématique. Mais on va aussi retrouver des stratégies beaucoup plus néfastes comme la dévalorisation des autres ou la manipulation. Au final, je prendrai comme définition du narcissisme l'ensemble des stratégies mises en place par un individu pour réguler son estime de lui, avec une dérive vers le pathologique lorsque l'investissement demandé par cette régulation conditionne la vie du patient. Bon, maintenant que le terme de narcissisme est relativement bien défini, on va revenir à la problématique initiale et s'intéresser à ce qu'est un pervers narcissique. Et effectivement, là, ce sera beaucoup plus rapide puisque c'est un terme qui n'a aucune définition scientifique. Donc en fait, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut. Alors on a quand même le terme de pervers qui est parfois utilisé en lien avec le trouble de la personnalité antisociale pour parler de quelqu'un qui manque de sens moral, mais même avec ça, la définition resterait très floue. Donc pour répondre à la problématique, pour faire le lien entre le narcissisme et le pervers narcissique, il faudrait soit s'atteler à vraiment définir ce qu'est un pervers narcissique, soit utiliser d'autres expressions plus appropriées. Nous allons maintenant parler de comorbidité. Ce mot a la même définition en psychologie qu'en médecine. Il est ainsi utilisé pour décrire quelqu'un qui cumule plusieurs troubles de la personnalité. Ce terme est particulièrement utilisé avec le narcissisme car c'est le trouble qui présente le plus fort taux de comorbidité. L'instabilité provoquée par le narcissisme a tendance à favoriser le développement d'autres troubles. On va ainsi s'intéresser un peu plus en détail à deux troubles de la personnalité qui sont souvent retrouvés avec le narcissisme, qui sont les borderline et les antisociaux. Alors, on va commencer avec les borderline. Encore une fois, vous trouverez un lien en définition vous amenant vers une définition. Le borderline se définit par deux caractéristiques majeures. La première est une instabilité que l'on va retrouver dans l'humeur, dans les relations sociales et dans les occupations du patient. La seconde est une incapacité à rester seul et une peur pathologique de l'abandon. Ce trouble de la personnalité se développe dès l'enfance et est souvent présent chez les enfants pour qui les parents ont été peu présents, comme les enfants ayant grandi avec un parent unique ou ceux qui ont été à un moment carrément séparés de leurs parents. Ces personnes vont grandir en intégrant en eux ce manque qui à l'âge adulte ressortira sous la forme d'une peur de l'abandon et d'une incapacité à rester seul.
Les borderline voient le monde à travers le filtre de leur peur chronique, et ils vont souvent avoir tendance à interpréter des situations bénignes comme étant un danger pour eux. Ainsi, les borderline vont souvent avoir des crises de panique ou des crises de colère injustifiées qui seront totalement incompréhensibles pour des gens qui ne sont pas dans leur filtre. On peut aussi ajouter à ça une forte tendance à la dépendance affective. Si on le combine avec le narcissisme, on obtient alors des gens totalement instables, qui vont chercher à s'entourer de personnes capables de nourrir leur estime d'eux-mêmes, et qui derrière feront tout pour les garder auprès d'eux, quoi qu'il en coûte. Le second trouble dont on va parler est l'antisocial. Comme d'habitude, définition en description. Le trouble de la personnalité antisociale, à l'image du borderline et à l'inverse du narcissique, est un trouble qui est aujourd'hui beaucoup étudié et assez bien connu. Les antisociaux sont des personnes qui se laissent guider par leurs pulsions et leurs émotions, et qui font ce qui leur plaise sans tenir compte des conséquences pour elles-mêmes ou pour les autres, et sans ressentir de remords ou de culpabilité. Le principal symptôme qui est relevé chez les antisociaux est l'absence de sens moral sur les stratégies utilisées pour obtenir ce qu'elles veulent. Ils vont ainsi fréquemment recourir à la tromperie, la manipulation, la pression ou la violence, morale ou physique, et cela au mépris des lois de la société. Ce trouble de la personnalité aurait tendance à se développer plus chez les enfants ayant un cadre familial soit trop strict, soit trop laxiste. Certains facteurs biologiques et sociétals sont aussi envisagés comme facteurs pouvant favoriser le développement de ce trouble. Combiné avec le narcissisme, cela donne un cocktail vraiment dangereux, dans le sens où on aura quelqu'un qui cherchera à avoir du positif sur lui et qui ne se posera pas la question des moyens utilisés pour obtenir ce qu'il veut. Le bien-être des gens qui l'entourent ne sera en effet pas une priorité pour lui, et il n'hésitera pas à mettre en place de la manipulation, du harcèlement ou de la violence pour arriver à ses fins. Au final, la jonction entre le narcissisme et l'antisocial est sans doute ce qui s'approche le plus du mythe du pervers narcissique. On arrive maintenant à une grande question qui est « Comment devient-on narcissique ?» Alors tout d'abord, il faut préciser qu'on ne devient pas narcissique à l'âge adulte. C'est quelque chose qui se construit pendant l'enfance et qui ensuite peut rester à l'âge adulte. Le développement d'un narcissisme pathologique viendrait a priori de l'éducation des parents, et plus précisément des blessures narcissiques subies pendant l'enfance. L'idée est à peu près la même que pour la rigidité du cadre pour les antisociaux. Trop de blessures narcissiques, c'est pas bon, mais pas assez, ce n'est pas bon non plus. L'idée est assez simple. C'est pendant l'enfance que l'on apprend à gérer ses émotions et à construire son estime de soi. Si l'enfant est trop critiqué pendant sa construction, il aura du mal à créer une estime de lui stable, et la multiplication de blessures narcissiques risque de créer un traumatisme qui se transformera en obsession pour le fait d'éviter les blessures narcissiques. A l'inverse, un enfant trop protégé des blessures narcissiques n'apprendra pas à gérer les émotions ressenties lorsqu'il subira une critique. Ainsi, en grandissant, les sentiments négatifs générés par une blessure narcissique lui causeront des gros problèmes. Dans les deux cas, le comportement narcissique servira à limiter l'impact des blessures narcissiques sur leur estime d'eux-mêmes, et viendra en réponse à une difficulté à gérer les émotions ressenties. À noter que l'éducation des parents ne suffit pas à elle seule à expliquer le développement d'une personnalité narcissique. En effet, ça serait un facteur facilitant le développement, mais ça ne serait pas une cause. La piste étudiée actuellement pour cette cause est la génétique. L'idée est que, par nos gènes, on serait déjà plus ou moins prédisposé au narcissisme, et que derrière, les expériences et l'éducation que l'on aura pendant notre enfance faciliteront ou non le développement de ce trait de personnalité. Alors, tout cela reste à prendre avec des pincettes parce qu'il y a encore assez peu d'études sur le sujet, et que celles-ci ne sont pas toutes d'accord sur les causes et les facteurs aggravants. On arrive enfin au dernier point de cette vidéo, qui est comment est-ce qu'on traite un narcissique. Alors, la première chose que je tiens à préciser, c'est que parmi les troubles psychologiques, c'est probablement un des plus difficiles à traiter, et que même pour un psychiatre, c'est extrêmement difficile d'obtenir des résultats. Ce n'est donc pas vous, chez vous, un néophyte, qui allez soigner un narcissique. Le souci est qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune thérapie qui ait démontré une efficacité sûre et certaine pour les narcissiques. Cela vient du fait qu'on a excessivement peu de statistiques. En effet, un narcissique qui va voir un psychologue en partant du principe qu'il a un problème, c'est déjà rare. Ensuite, parmi les narcissiques qui font la démarche, une grosse partie d'entre eux soit refusent catégoriquement le traitement, soit l'arrêtent en cours de route. Donc au final, on a un échantillon trop réduit pour dire que tel ou tel traitement fonctionne vraiment. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Le narcissisme étant un trouble très souvent lié à d'autres troubles, il est possible d'utiliser ces autres problèmes pour faire accrocher le narcissique à un traitement et ensuite y aller pas à pas. La plus grosse difficulté pour un psy est d'arriver à créer une alliance avec le patient. Si celui-ci n'est pas coopératif, ce n'est même pas la peine d'essayer. Or, toute la difficulté avec un narcissique est que si on lui dit ouvertement qu'il l'est, il risque de se braquer et de ne plus revenir. De même, toute critique sur sa manière de fonctionner pourrait être vue comme une agression de la part du patient, ce qui risque encore une fois de le faire fuir. C'est donc très difficile de faire comprendre à un narcissique qu'il l'est et que ses problèmes viennent de ça.
La conclusion à cela, c'est que si vous voulez aider un narcissique, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le pousser à aller voir un psy. Mais ça restera de toute façon sans garantie. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Pour ceux que j'ai réussi à intéresser et qui voudraient en savoir un peu plus sur le sujet, je vous laisse en description 2 articles assez intéressants sur le sujet. Le premier parle du développement du narcissisme dans la société, et le second, en anglais, traite de l'empathie et de la régulation des émotions des narcissiques. Si vous avez des remarques à faire sur cette présentation, l'espace commentaire est à vous. Sur ce, j'espère avoir pu vous intéresser, vous avoir appris des choses sur le sujet, et je vous remercie pour votre écoute.